Penser avec Bergson, euh, c'est prendre le temps de penser le temps. Ce qui présuppose bien évidemment que ce temps n'a jamais été pris avant lui et qu'il est le premier à s'y risquer. Euh, S'y risquer parce que c'est pas si simple de prendre le temps de penser le temps, parce que le temps fuit, parce que le temps est fuyant, parce que le temps passe et il passe vite et que les choses sont emportées et changent continuellement. Or, on ne peut pas si facilement que cela penser ce qui change. Ce qui change disparaît au moment même où je m'en saisis et hop là, c'est devenu autre chose alors même que je suis en train d'essayer d'en faire une phrase. Donc c'est pas si facile de penser le temps. Alors, évidemment, on ne se rend pas toujours compte que le temps fuit et que le temps change radicalement les choses parce que parfois notre environnement est assez stable. Mais enfin, on s'en rend assez vite compte lorsque, par exemple, on revoit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou lorsque on revient visiter un lieu qu'on a quitté depuis longtemps et qu'on ne reconnaît finalement plus tellement, quoi. Donc, la philosophie, comme la science d'ailleurs, et la science est née sous les jupes de la philosophie, donc quand on parle de la philosophie, on parle aussi de la science, a toujours pensé que celui qui voulait connaître devait en réalité s'extraire du temps. Ce qui d'ailleurs s'atteste de deux façons, et même avec une preuve à contrario, puisque d'une certaine façon, Aristote déjà nous disait qu'il n'y a de science que du général, que la science elle-même s'accomplit en découvrant les lois éternelles de la nature, même si parfois elle ne pense pas que ces lois soient absolument éternelles. Et cela s'atteste aussi à contrario par le fait que finalement ceux qui veulent porter attention aux choses eh bien, finissent par dire qu'en réalité on ne peut pas connaître grand-chose simplement par concept, ce qui nous rappelle la philosophie de Kant. Voilà. On ne peut connaître finalement que si nous pouvons intuitionner, que si nous pouvons avoir l'intuition sensible des choses. Et en dehors de cela, eh bien, la philosophie finalement s'égare. Donc il y a une forme de scepticisme chez Kant, scepticisme philosophique, et qui le reconduit vers une conception critique de la philosophie. Alors, ce renoncement kantien à une connaissance philosophique ne va pas du tout satisfaire Bergson. Alors déjà, pourquoi? Eh bien parce que le constat de Kant, c'est de fait de prendre acte des progrès de la science et de dire, bon bah tiens, il y a des progrès en science, il n'y en a pas en philosophie, donc c'est qu'en réalité, la philosophie n'est pas faite pour produire de la connaissance. Eh bien, cette conclusion kantienne ne va pas du tout plaire à Bergson parce qu'il va la trouver finalement discutable. Euh, la science, en réalité, s'est mise à faire des progrès lorsqu'elle a découvert une méthode, notamment la méthode expérimentale, qui va lui permettre de tester ses hypothèses. Donc c'est bien parce qu'elle découvre une méthode que la science rentre, comme le dit Kant, sur la voie sûre du progrès. Or, de ce fait-là, Kant n'en conclut pas que la philosophie n'a pas encore rencontré sa méthode. Il en conclut purement et simplement que la philosophie ne peut pas produire de la connaissance, ce qui est un peu abusif. Peut-être que le chemin critique n'est peut-être pas la seule issue possible de la philosophie. Peut-être que la philosophie peut elle-même aussi rencontrer et découvrir la méthode qui lui permettra de produire de la connaissance. C'est du moins tout le pari de Bergson et c'est ce qu'il va entreprendre. Voilà. Bergson va entreprendre de rétablir une connaissance philosophique et donc essayer de sortir la philosophie de la prison critique dans laquelle Kant l'avait enfermée. Pour ça, il va comprendre que toutes les difficultés de la connaissance viennent d'un énorme problème de traduction, en réalité. La philosophie, et la science d'ailleurs après elle, a toujours traduit le temps en espace. Voilà le vrai problème de la connaissance. Alors,
Bergson s'en rend compte en considérant la physique, qui est au départ une philosophie de la nature. Hein, lorsque Newton développe sa physique, il rédige une philosophie de la nature. Eh bien, dans les équations de la physique, il y a souvent une variable temporelle, la variable t. Or, Bergson remarque qu'en réalité, cette variable temporelle, les scientifiques l'utilisent, mais sans savoir du tout ce qu'ils mobilisent, parce qu'en réalité, si le temps s'accélérait, ça ne changerait à peu près rien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps qui est mesuré à travers la variable t est un temps mesuré essentiellement à partir de l'année, de la journée, qui à l'époque de Bergson correspondait encore à un déplacement, c'est-à-dire à un mouvement, notamment au mouvement de la Terre autour du Soleil. La révolution de la Terre autour du Soleil, c'est la mesure même de l'année. Or, ce que Bergson remarque, c'est que si la Terre se mettait à se déplacer plus vite, eh bien, en réalité, ça ne changerait pas du tout la représentation du monde que les physiciens nous en donnent. Or, ça, pour Bergson, c'est quand même fondamentalement un problème. Parce que, comme il nous le dit de façon plaisante, le temps, c'est une réalité. Il faut bien, nous dit-il, que le sucre fonde. Alors évidemment, si je mesure le temps qu'un morceau de sucre prend pour fondre dans un verre d'eau, eh bien selon la vitesse de rotation des aiguilles, j'en arriverai à 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, je n'en sais rien, mais en tous les cas, la durée qu'il faut pour qu'un morceau de sucre fonde dans un verre d'eau, elle resterait absolument la même, quelle que soit la mesure de ma montre que je pourrais arriver à obtenir en reproduisant l'expérience et en faisant tourner ma montre de plus en plus vite ou de moins en moins vite. Voilà. Donc, en réalité, ce que Bergson veut nous dire, c'est que le temps, ce n'est pas du mouvement. Le temps, c'est de la durée. Les choses ont une durée. Et voilà ce qu'il faudrait plus ou moins essayer de connaître pour faire de la philosophie. Et si la philosophie n'est pas entrée dans son progrès, comme la science, c'est en réalité parce qu'elle n'est pas venue au devant de notre désir de connaître la durée. Les êtres humains sont des êtres conscients. En tant qu'ils sont conscients, leur conscience est d'ailleurs absolument temporelle, traversée par la temporalité. Et nous avons tous une conscience plus ou moins éveillée de la mort qui s'approche. Nous sommes des êtres dont les jours sont comptés. Donc le temps, la durée, est une réalité absolument essentielle pour notre humanité. Et ce qui ne va pas en philosophie, c'est que la philosophie n'a jamais permis à l'homme de se saisir, de se penser lui-même en termes de durée. Or, voilà pourquoi, finalement, elle manque son objet. Si la philosophie s'intéresse à l'homme, il faut évidemment qu'elle permette à l'homme de penser sa propre durée humaine. C'est pourquoi, finalement, la chose la plus importante pour Bergson sera d'essayer de penser l'évolution. Parce que l'évolution, c'est ce qui permet de penser un changement réel dans un temps réel. Voilà. Et donc, il ne faut pas essayer de penser l'homme sous l'angle de l'éternité. Ça n'a pas de sens de déposer la réalité humaine dans une essence éternelle qui ne change pas. Il faut en réalité bien plutôt penser l'homme à travers sa durée, c'est-à-dire à travers l'évolution de la réalité humaine. C'est ça qui peut finalement satisfaire notre désir de connaître. Et donc, cela présuppose de ne pas figer les réalités dans des concepts, mais d'essayer de développer pour nous-mêmes et en nous-mêmes l'intuition de la durée. Il faut que nous réussissions à intuitionner la durée des choses pour prétendre les connaître, et d'abord la nôtre. Voilà, voilà ce que c'est que penser avec Bergson. C'est assez fascinant d'ailleurs. Donc, prendre le temps de penser le temps. Bergson a sans doute vu là quelque chose de très juste et je voudrais conclure par ces quelques considérations sur notre époque. La technique qui nous entraîne aujourd'hui a grandement permis de réduire l'espace. Paris-Lyon maintenant en TGV, ça se fait en 2 heures
Et quand il y avait le Concorde, Paris-New York se faisait en guère plus de temps. Donc la technique a grandement permis à l'homme de maîtriser l'espace. Et cette maîtrise de l'espace, qui va d'ailleurs avec nos téléphones, avec tout ce qui est télé, un téléphone, c'est parler à distance, et donc c'est neutraliser complètement l'espace. Donc cette maîtrise de l'espace que nous avons par la technique est toujours de plus en plus grande, c'est-à-dire que pour nous l'espace se réduit. Il se réduit à notre mesure. Et c'est bien ça qui pose un problème parce que à mesure que nous maîtrisons l'espace, nous perdons contact avec le temps. Voilà. Je pourrais le dire comme ça en reprenant une intuition de Régis Debray qui est assez formidable. Plus nous parcourons l'espace, moins nous semblons avoir de temps, comme si nous nous échappions du temps pour nous projeter dans l'espace. Et cela nous rapproche en réalité de la machine, quoi. C'est pourquoi nous nous déshumanisons à mesure que nous nous séparons de notre temporalité. Voilà pourquoi il faut revenir vers le temps, parce que tout ce qui est vivant s'épanouit dans le temps.